Bonjour, Laurent Arthur Duplessis, géopolitologue, journaliste. Bonjour Nicolas. Il était à l'origine de la création de l'Odyssée, de la légende, du légendaire Figaro Magazine, Oui, avec Powell, avec toutes ces légendes du journalisme, à une époque où le journalisme avait encore un sens et avait encore quelques lettres de noblesse. oui. Donc, merci. Et c'était les derniers feux de la presse écrite, disons. Alors, oui, le nouvel Obs de droite, c'est ainsi qu'on Oui, l'avait défini à l'origine. Bien, eh ben, bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde, mon cher Laurent. Je vais m'inspirer de ce que j'ai pu poser comme question et de ce que j'ai entendu de Marc-Gabriel Draghi pour vous cuisiner à votre tour sur des enjeux géopolitiques. On rentre dans la période, évidemment, des bilans et des prospectives. Je verrai si je vous interroge sur l'intelligence artificielle, mais déjà j'aimerais vous avoir sur des sujets finalement, on va rétrospectivement, si vous le voulez bien, mesurer à l'aune de ce que nous voyons aujourd'hui un certain nombre de certitudes affichées par certaines fois par nos propres experts, hein, qui auront d'ailleurs l'occasion dans les heures, les jours et les semaines à venir à confirmer ou à infirmer ce qui était leur certitude. Est-ce que Kazan est encore considéré, peut-on encore le considérer aujourd'hui comme un basculement du monde? Est-ce que les BRICS, au vu de finalement de l'arrivée de Trump, de l'effondrement de l'Europe, d'un bloc russo-chinois ou sino-russe plutôt le fait que le modèle de Donald Trump, Theodore Roosevelt, eh bien, avait mené une politique du big stick et de la canonnière, c'est-à-dire qu'il s'était recentré sur le seul continent américain, cette hégémonie, cette volonté de puissance de Trump aux États-Unis va-t-elle finalement complètement modifier? Marc-Gabriel Draghi parlait de quasi intégration de l'Argentine au sein des États-Unis au travers l'indexation du dollar. Donc ce dollar qui était si contesté, ben, certains veulent encore, et même parmi des pays qui sont partis des BRICS, sont prêts à s'y rattacher. Je dirais que les choses évoluent à une vitesse phénoménale et j'aimerais savoir un petit peu quel est votre point de vue aujourd'hui sur ces BRICS. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce sera bien le basculement du monde tant attendu? alors effectivement, le basculement du monde en question nécessite quelques nuances, car ce que l'on voit notamment avec les annonces de Donald Trump, c'est une volonté très forte de restaurer la puissance américaine sur le plan économique et financier, qui est un plan tout à fait essentiel, et sans abdiquer la puissance militaire du tout, et au contraire pour la conforter, puisque Donald Trump en même temps somme les partenaires de l'OTAN de passer leur budget de la défense à 2, 3, 4%. La Pologne, c'est 4%, elle le passe à 4%, mais tout le monde est sommé, tous les partenaires sont sommés d'acheter encore plus de matériel américain, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est d'acheter encore plus de matériel américain et de faire encore plus surchauffer le complexe militaro-industriel américain. Donc, dans tous les cas, Trump est orienté vers une restauration de la puissance américaine et je dirais de l'hégémone américain. Donc, les BRICS ont en la personne de Trump un rude adversaire, pourrait-on C'est ça. dire. D'ailleurs, les velléités de constituer une monnaie de rechange au dollar, une monnaie de référence qui soit un substitut au dollar, ces velléités me semblent en ce moment être affirmées avec moins de netteté et moins de force. Trump a d'ailleurs fait savoir que ceux qui s'engageraient dans cette voie de substituer une autre monnaie au dollar
serait sévèrement puni par des tarifs douaniers augmentés, car en effet, l'arme fatale de Donald Trump, c'est les tarifs douaniers. Il veut en user et en abuser au maximum, il ne s'en cache pas, il le proclame, et il érige le tarif douanier en, on peut dire, arme principale en quelque sorte, de sa politique étrangère, en fait. Il va financer, il va financer sa baisse d'impôts par l'augmentation des tarifs douaniers. C'est vraiment le retour de cette politique au début du XXe siècle des Américains. Hein. Ils ont fonctionné comme ça. Oui, oui. Alors, c'est ça. Alors, c'est pas un isolationnisme, pourrait-on dire. On pourrait dire que c'est la réhabilitation, si besoin en avait été, de l'exceptionnalisme américain. C'est un exceptionnalisme décomplexé. C'est un peu tout pour moi, rien pour les autres, hein, quand même. Hein, et ça illustre ce propos qu'avait dit le centenaire de la politique étrangère américaine, Henry Kissinger, mort il y a peu de temps, à 100 ans. C'est dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, c'est mortel d'être leur ami. Et là, on voit bien que les pays d'Europe ont déjà bien compris le message et sont tous en train d'aller faire leur cours à Trump, qui n'est pas encore à la Maison-Blanche, mais pour bien lui dire que non, ils seront bien gentils, ils feront tout ce qu'il voudra qu'ils fassent, et on ne voit aucun semblant de résistance s'organiser en Europe face je dirais, aux imprécations et aux menaces de Trump. Je ne pense pas que pour les Européens, le règne de Trump, qui va démarrer le 20 janvier, sera une partie de plaisir, à vrai dire. Hein. Il va y avoir de très, 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 très rudes tempêtes économiques et commerciales pour les Européens qui auront affaire à des droits de douane au moins, dont la menace au moins sera brandie à tout instant, et puis Trump est prompt à mettre à exécution les menaces. Hein. Alors donc, ces BRICS, ce monde multipolaire absolument magnifique qu'on nous prédisait, j'ai l'impression qu'on assiste plutôt à ce que je craignais depuis bien longtemps, c'est-à-dire l'affrontement des titans, qui pourrait en effet se jouer, entre autres, dans l'Indo-Pacifique, parce que en Europe de l'Est, pour qu'il y ait une bataille de titans, il faudrait qu'il y ait déjà 2 titans. Est-ce que l'OTAN va rester telle quelle, ou bien est-ce que tout ça va être repositionné sur l'Indo-Pacifique, et par quel biais? Est-ce que le Proche-Orient, lui, de son côté, va aussi connaître une de ces batailles de titans, ou au contraire, certains blocs vont-ils s'abstenir d'intervenir? Alors, on voit effectivement tout à fait que Washington, déjà depuis un moment, essaye d'étendre l'OTAN à l'Indo-Pacifique. Il y a eu des velléités d'ouvrir un bureau de l'OTAN à Tokyo, mais bien que le Japon soit un fidèle allié des États-Unis, les Japonais n'ont tout de même pas apprécié l'idée de l'ouverture d'un bureau de l'OTAN à Tokyo, tout de même. Ça ne s'est pas fait. Alors, ça se fera peut-être plus tard, mais là, l'idée a été rejetée par les Japonais. Néanmoins, ce que l'on voit bien, c'est que dans l'Indo-Pacifique, un système d'alliance militaire se consolide actuellement, qui réunit les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, les Philippines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et même le Vietnam aussi, et de grandes manœuvres militaires
se déploie dans l'océan Pacifique et l'océan Indien avec ses partenaires. L'Inde y joue un rôle d'ailleurs extrêmement actif. Et c'est important parce que l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est une pyramide démographique juvénile. C'est pratiquement en Asie, c'est le seul géant asiatique qui a une pyramide démographique juvénile. La Chine, elle, on le sait, est très vieillissante. Bien sûr. Et l'Inde est, on peut dire, un géant de l'avenir à cause de ça. D'autant que l'Inde est en plein développement économique, mais l'Inde, sur le plan de la stratégie militaire et sur le plan de la construction des alliances militaires, elle ne joue pas la carte des BRICS, hein. Elle joue la carte états-unienne, occidentale. Et pourquoi fait-elle cela, l'Inde? Elle fait cela parce que elle se pense, elle se sent en antagonisme profond avec l'autre géant asiatique, la Chine, et l'Inde ne se conçoit pas comme devant être la vassale de la Chine. Elle ne se conçoit pas comme étant un supplétif de la Chine, elle se conçoit comme étant un rival de la Chine. Alors un rival à la fois économique, financier et civilisationnel. L'Inde est une civilisation, c'est un continent civilisation qui a plus de 5000 ans d'ancienneté, comme la Chine, et ce sont là deux entités civilisationnelles 5 fois millénaires qui sont en vis-à-vis et qui tiennent fortement chacune à leur identité. Donc, on voit que le bel ensemble des BRICS, que certains pensaient relativement monolithique, puisque unis par une commune aversion à l'empire américain, eh bien, on voit que ce bel ensemble, tout de même, est composite et peut être sujet à des fractures. D'ailleurs, on voit par exemple qu'au Moyen-Orient, Erdogan a joué contre Assad et l'a jeté au bas de son trône, alors que ce sont là deux pays, pourrait-on dire, non pas du BRICS au sens institutionnel, la Syrie n'avait pas été intégrée au BRICS, mais enfin, qui étaient censés être en communauté de pensée et de sensibilité face à l'Empire américain. Eh C'est ce bien, qu'on nous avait dit, hein. On nous avait dit ça, Laurent Arthur Duplessis, c'est-à-dire que grâce aux BRICS, la Syrie et surtout l'Iran se verraient protégés et verraient les sanctions finalement américaines du bloc occidental atténuées grâce, comme ce fut le cas pour la Russie, grâce justement à cette coopération du Sud global. Et on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Eh bien oui, parce que des rivalités historiques régionales notamment ressurgissent toujours immanquablement. Et effectivement, je dois dire que moi j'ai toujours été assez, comment dire, sceptique, si on peut dire, sur la notion de BRICS, c'est-à-dire et sur au fond une analyse qui aurait opposé d'une manière dichotomique et je dirais manichéenne, d'un côté un monde occidental et de l'autre côté le reste du monde. Le reste du monde est immense et cette immensité recèle en elle-même ses facteurs de division. D'autre part, j'ai l'impression qu'un manichéisme en a remplacé un autre. Oui, un manichéisme en avait remplacé un autre et je dirais que c'est une forme de romantisme. Des BRICS ne pouvaient naître que de nobles sentiments, oblatifs, généreux, fraternels, non pollués
par cette insane civilisation occidentale pervertisseuse. En fait, les choses sont toujours plus complexes. Oui. Rien n'est entièrement bon ou entièrement mauvais, entièrement pur ou entièrement impur. Et là, on voit bien qu'effectivement, les intérêts nationaux, régionaux, etc., prennent le pas en certaines circonstances sur la mythologie des BRICS. L'histoire. Comment ? L'histoire joue un rôle essentiel. L'histoire joue un rôle essentiel dans la division du monde, beaucoup plus que dans son unicité d'ailleurs. L'histoire joue un rôle essentiel, et je dirais que l'histoire, on la voit reprendre ses droits actuellement. Ouais. On voit actuellement des tendances dites lourdes, comme certains historiens appellent certaines tendances les tendances lourdes, c'est-à-dire qu'en fait, elles perdurent à travers les siècles. Eh bien, on les voit ressurgir, les tendances lourdes, et on voit que, notamment, les facteurs ethniques, religieux, culturels, que le mondialisme avait dans une certaine mesure prétendu effacer, eh bien, reprennent vie avec une vigueur extraordinaire. Et tout ce qui est comprimé trop longtemps ressurgit très fortement. C'est sans doute le cas actuellement, mais ce sont des facteurs belligènes, effectivement. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.